Vous écoutez l'épisode 156 du podcast Mes trucs de prof, c'est le 4e volet de la mini-série sur le bien-être numérique où nous parlons d'émotions, de pensée et de santé mentale digitale. Je suis Émilie Lefatan, je suis formatrice et coach professionnelle spécialisée dans l'accompagnement des professionnels de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Et dans le podcast Mes trucs de prof, je partage avec la communauté enseignante des réflexions, des conseils, des découvertes, avec l'intention de réfléchir et de faire réfléchir, de remettre du sens et du bien-être dans les pratiques et par ricochet dans la vie des élèves. Mes trucs de prof est disponible sur toutes les plateformes et également sur le site mestrucsdeprof.fr. Et si vous avez envie de travailler avec moi, je vous propose de faire un tour sur mestrucsdecoach.fr pour découvrir les différents accompagnements que je propose, qu'ils soient individuels ou collectifs. Dans ce 4e volet de la mini-série sur le bien-être numérique, je vais aborder avec vous l'aspect émotionnel, les pensées et notre santé mentale liées à nos usages du numérique, de notre smartphone, des réseaux sociaux, etc. C'est ce qui pourrait entrer dans la dimension santé mentale du modèle à 8 dimensions que je vous ai présenté dans l'épisode 153. Je vous ai déjà évoqué dans l'épisode précédent, il me semble, l'utilisation passive versus active des réseaux sociaux, des médias sociaux. Et de manière générale, les réseaux sociaux, ils vont favoriser des processus de comparaison aux autres, alors que une utilisation active des réseaux sociaux, ça va pouvoir renforcer l'image de soi, ça va aussi nous inspirer, nous aider à développer des relations sociales positives avec les autres, alors qu'à l'inverse, une utilisation passive des médias sociaux, ça va renforcer de l'anxiété, un sentiment de jalousie, des sentiments d'envie et aussi parfois un sentiment de solitude. Donc dans le livre Connecté et heureux dont je vous ai déjà parlé et sur lequel je m'appuie pour construire ces épisodes, je peux même lire que, entre guillemets, plus on passe de temps sur les réseaux sociaux, plus on a tendance à s'engager dans des comparaisons sociales et plus on est susceptible de développer une symptomatologie dépressive. Ce constat est de ce fait encore plus marqué quand on scrute les profils des autres et qu'on observe leur vie sans communiquer avec eux. Fin de citation. Donc ce point, il est vraiment important à développer pour moi parce que beaucoup d'enseignants et d'enseignantes que j'ai accompagnés ces dernières années, en coaching notamment, mais aussi en formation, ont rencontré des difficultés qui sont liées à l'estime de soi et aussi à leur confiance en leurs compétences professionnelles à cause de cette comparaison un peu toxique qu'on peut faire sur les réseaux sociaux. Même si on sait que ce qui est sur les réseaux sociaux ne montre que les réussites, que les belles productions, que ce qu'on fait bien dans la classe et ce qui est des choses qui sont choisies par les personnes qui les diffusent, en fait, il y a, quoi qu'il en soit, une énorme quantité de contenu qui arrive et qui nous noie, qui peut même nous submerger et du coup nous entraîner à faire des comparaisons qui nous sont défavorables et qui vont diminuer notre estime de nous sans qu'on s'en aperçoive forcément. Parce que on regarde, on est sur notre fil Instagram et puis on voit une publication, une deuxième publication, une troisième publication de personnes différentes, mais en tout cas sur la même thématique, qui nous envoient des informations et on finit par se dire, par penser les autres font plus que nous, ou les autres font mieux que nous, ou les autres, eux, ont le temps de tout faire, ou les autres, eux, ont le temps de faire ceci, de faire cela, ils ont plus de manuels, plus de créativité, voilà, bref, on se dit plein de choses, et au final, on peut avoir soit l'impression de ne pas être assez performant, soit l'impression que les autres sont mieux que nous, soit au contraire, ça peut développer une sorte d'animosité ou de jalousie ou d'esprit un peu critique. On va les critiquer. Ah oui, mais bon, elle dit ça, mais elle dit pas ci, elle dit pas ça. Ça nous met dans un état émotionnel qui nous est pas forcément favorable. Et puis, on peut aussi avoir du coup l'impression d'être seul avec nos difficultés. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les autres n'ont pas de difficultés. Nous,
on en ressent, et donc on va peut-être culpabiliser d'en avoir, ou plus se renfermer, ne pas avoir envie d'en parler, etc. Et donc la conséquence de tout ça, c'est qu'on s'évalue négativement, que ce soit en termes de productivité, on ne fait pas assez, on n'est pas assez organisé, etc. Que ce soit en termes de valeur, on n'est pas assez bon enseignant, on n'est pas assez bon parent, on n'est pas assez... Voilà. Ou que ce soit en termes de compétences, je ne fais pas bien ci, je ne sais pas faire ça, voilà. Et en fait, on ne peut pas blâmer le fait que les autres publient des choses positives et publient leur réussite parce que c'est bon pour leur morale, c'est bon pour leur image d'eux-mêmes et c'est une pratique active qui leur est favorable. Même si de plus en plus de personnes essaient de montrer l'envers du décor, montrer aussi les choses moins réussies, se montrer sans filtre, voilà, c'est pas forcément évident pour tout le monde, c'est aussi s'exposer davantage, exposer ses erreurs, s'exposer en toute authenticité, mais aussi de la vulnérabilité, et tout le monde n'est pas prêt à ça. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que on se compare à des personnes qui n'ont pas la même vie que nous, qui n'ont pas les mêmes contraintes familiales, personnelles, qui n'ont pas non plus forcément les mêmes contextes d'exercice que nous, pas les mêmes collègues, pas le même nombre de classes, pas les mêmes moyens, et puis des personnes qui n'ont pas forcément non plus la même ancienneté, la même expertise que nous. On se compare parfois, je repense là par exemple à une PES que j'ai accompagnée et qui se comparait à des personnes qui avaient 15-20 ans d'ancienneté, et donc je lui disais, mais en fait là ce qu'elle est en train de faire quand elle était à PES comme toi, elle ne le faisait pas. Donc il y a aussi cette pression qu'on peut se mettre à se comparer avec des personnes qui n'en sont pas au même point que nous, quoi. Bref, pour court-circuiter ce phénomène, en fait, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Vous pouvez au choix décider de juste compter sur votre capacité à réévaluer les choses et à vous raisonner, c'est-à-dire à ressentir que tiens, je suis en train de me comparer, ou tiens, je suis en train de ressentir une émotion négative et donc je me raisonne et comme ça je continue de consommer du contenu. Mais c'est quelque chose qui va demander un gros effort mental et donc de la ressource cognitive, de l'énergie, du temps. Donc voilà. Ou bien vous pouvez aussi décider à l'inverse de drastiquement ne plus suivre aucun contenu professionnel, pédagogique, etc. et ne consacrer vos réseaux qu'à des sujets qui vous divertissent. Ça, c'est une autre option, mais ça veut aussi dire couper l'aspect négatif autant que l'aspect positif de ce que ça peut nous apporter aussi en termes d'inspiration, de créativité et d'échange. Donc, c'est toujours cette question d'équilibre et de balance. Et puis une autre option, ce serait de pouvoir se faire plusieurs profils. Et je me souviens de l'une de mes premières coachées il y a 4 ans qui avait décidé d'avoir au final un profil professionnel sur lequel elle suivait plein d'autres profs et un profil personnel sur lequel elle suivait ses passions, elle suivait ses amis, etc. Comme ça, il y avait un peu 2 feeds qui n'étaient pas mélangés et qu'elle pouvait choisir intentionnellement. Et les moments où elle avait juste envie de se divertir et de penser à autre chose parce qu'elle venait de s'enfiler une journée de boulot ou de taf, etc. Et elle se disait, là, je vais sur mon profil perso et je ne vais pas voir du pro, je vais pas voir les autres profs, je vais pas voir... voilà. Donc ça, c'est une autre option. Une autre option encore, ce serait de faire aussi du tri dans les comptes que vous suivez, dans les contenus que vous consommez, et de ne garder que ceux qui vous inspirent vraiment, qui vous parlent, qui vous font ressentir des émotions positives et ceux avec qui aussi vous arrivez à interagir d'une manière ou d'une autre. Par exemple, les contenus que vous avez fréquemment envie de repartager parce que vous les trouvez utiles, les contenus en dessous desquels vous réagissez, vous laissez un commentaire ou vous discutez avec les personnes, ces personnes, ça contribue à votre bien-être et donc ça on peut garder. Par contre, les contenus que vous regardez passivement, qui ne vous apportent rien, voire au contraire qui vous stressent, vous agacent ou vous font ressentir des émotions qui ne vous sont pas favorables, ceux-là, de pouvoir les enlever. Et puis parfois c'est aussi enlever les contenus qui sont trop abondants. Il y a des contenus parfois des personnes qui postent beaucoup et du coup on ne voit que, et ça aussi ça peut générer une sorte de stress.
Et puis parfois, puisque je suis sur la thématique de la comparaison, parfois la comparaison, elle peut aussi avoir du bon sur les médias sociaux. C'est-à-dire que quand elle permet, ce que je vous disais tout à l'heure, de s'inspirer, de se préparer à des situations professionnelles qu'on n'a pas encore vécues. Parfois, il y a des personnes qui partagent des choses qui ne sont pas dans nos contextes professionnels, mais qu'un jour, on pourrait avoir à vivre. Eh bien, tout ça, c'est se comparer pour finalement apprendre aussi à mieux s'adapter à des problèmes, pouvoir développer des stratégies d'adaptation sans forcément se confronter aux problèmes, aux vrais problèmes, mais seulement parce qu'on observe les stratégies des autres. Et c'est un peu le phénomène qui se passe en fait quand on regarde un film et qu'on voit dans une situation qu'on ne vit pas, mais qu'on voit comment le héros ou l'héroïne passe au travers des obstacles, etc., les forces qu'il mobilise. Ça peut consciemment ou inconsciemment nous inspirer. Donc il y a aussi ça dont il est important de tenir compte. Donc une chose en tout cas qui est importante, c'est vraiment de se questionner sur nos émotions, sur nos expériences autour des technologies digitales, autour des réseaux sociaux. Est-ce que ça nous permet de savourer des expériences agréables? Est-ce que ça nous permet de nous connecter aux autres? Est-ce que ça nous permet de nous sentir plus efficaces, plus productifs ou d'avoir des idées? Ou est-ce que c'est tout l'inverse? Et donc, du coup, de pouvoir devenir conscient de tout ça. Et c'est valable pour les réseaux sociaux, mais c'est aussi valable pour d'autres médias ou pour d'autres outils digitaux. Le fait de se questionner sur, ok, je vais acheter un tel nouvel outil technologique digital ou tel nouveau logiciel, ou je vais prendre une nouvelle application, c'est de se dire, qu'est-ce que ça va générer chez moi au niveau émotionnel? Est-ce que ça va m'aider, me soutenir, me stresser, etc. et pouvoir choisir à ce moment-là. Concernant les émotions, un point positif, c'est aussi le fait que de pouvoir partager, de pouvoir exprimer nos émotions, les bonnes nouvelles, mais aussi nos déceptions, des moments de vie, des moments de joie, de réussite, etc. Et ben, ça fait que les technologies digitales et donc une utilisation active, ça va permettre aussi l'expression de soi et de sa créativité parfois. Je pense aux personnes qui partagent ce qu'elles font de manière artistique, par exemple. Et c'est aussi chouette de pouvoir recevoir, quand on partage, des retours, des messages de soutien, des messages d'encouragement, ou du feedback, ou des réponses à nos questions, ou des remerciements, etc. Évidemment, selon ce que vous partagez et avec qui vous le partagez. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui va aider à gérer certaines difficultés émotionnelles, notamment quand on partage une déception ou un deuil, etc., et que les personnes viennent nous soutenir. Ça, c'est quelque chose de positif qu'il faut souligner. Donc, tant que ça reste modéré, sans excès, l'utilisation des médias sociaux, ça peut être un soutien à la gestion des émotions. Cet épisode, c'est aussi l'épisode idéal pour vous parler de FOMO. Je crois que je l'ai cité dans un autre épisode avant ça. La FOMO, c'est la peur de louper quelque chose, la peur de rater quelque chose, notamment sur les réseaux sociaux, sur son smartphone, etc. C'est l'acronyme de Fear of Missing Out. Donc, c'est vraiment ce qui va nous pousser constamment à regarder nos téléphones au cas où on aurait une nouvelle notification. J'en parlais justement hier avec une copine où on se disait que parfois, même au volant, on ne résiste pas à ne pas checker notre téléphone à chaque feu rouge. À chaque fois qu'il y a un petit temps mort, on regarde notre téléphone pour voir s'il n'y a pas eu un truc qui s'est passé dessus, alors qu'il n'y a pas eu de notification. La FOMO, c'est aussi ce qui nous fait actualiser plusieurs fois notre boîte mail pour être sûr que nous n'avons pas de nouveaux mails. Ou c'est aussi ce qui va nous pousser à répondre à des messages ou à des sollicitations, même si elles ne sont pas urgentes, et qui fait que on va répondre vite, tout de suite, immédiatement à nos amis, à nos collègues, aux parents d'élèves parfois, ou à nos élèves, je pense aux addicts de Pronote et des ENT, etc. Même si on a des choses plus importantes à faire, même si ce n'est pas pressé, on ne résiste pas à l'idée de répondre tout de suite. On nous sollicite, on y va. La FOMO, c'est aussi ce qui va nous pousser donc à aller voir plusieurs fois sur les réseaux sociaux si on n'aurait pas loupé une info, ou encore à consulter plusieurs fois un site marchand pour ne pas manquer une super promo, par exemple. Donc, on n'arrive pas à s'empêcher de le faire, on se rend parfois même pas compte qu'on le fait.
Et en fait, c'est un état de vigilance quasi permanent qui va consommer notre énergie, qui va consommer nos ressources cognitives et qui va nous prendre du temps. Parce que l'ironie, c'est que parfois, on manque de temps pour envoyer un SMS à un proche ou pour faire un truc à la maison, mais que finalement, avec la FOMO, on regarde 2000 fois notre téléphone dans la journée pour vérifier qu'il n'y ait rien. Et ces 2000 fois 2 secondes, c'est du temps. Voilà, c'est du temps aussi. Donc bien heureux ceux qui réussissent à se dire que telle ou telle chose peut attendre sur le smartphone, à le laisser de côté et qu'ils verront ça plus tard. Mais c'est pas forcément évident. Et d'ailleurs, c'est ce qui pourrait constituer une parade à la FOMO, c'est d'adopter la JOMO, c'est-à-dire la Joy of Missing Out. C'est être capable justement de se réjouir de ne pas tout voir, de manquer des informations et de basculer en fait dans un autre rapport à l'information et au fait de rater des choses, c'est de pouvoir savourer en fait le fait d'être capable de le faire. Ça vous permet de regarder la situation un peu différemment, de basculer dans un rapport au présent, au moment présent, où vous dites consciemment que vous décidez de rater des choses pour pouvoir vivre ce que vous êtes en train de vivre au moment où vous le vivez. Et puis, il semblerait que la FOMO soit en partie due à une peur d'être exclu ou de ne plus faire partie d'un groupe. Par exemple, quand on n'arrive pas à résister à aller voir sur le groupe WhatsApp professionnel ou sur le groupe WhatsApp familial, on a besoin de faire partie de ce groupe, donc on a peur qu'ils se disent plein de choses pendant qu'on n'est pas là. Ou alors à une peur de ne pas être assez populaire et du coup de perdre un peu en popularité si on manque des infos ou si on ne participe pas à une discussion. Donc là, c'est à étendre en fonction des contextes, parce que du coup, ça peut être aussi d'autres choses, mais ça donne, je trouve, des pistes de compréhension et de questionnement. Et puis selon notre niveau de FOMO, les conséquences sur nos émotions et sur nos comportements, elles vont être plus ou moins intenses et plus ou moins visibles. Donc on va être encore moins disponible, moins attentif, plus fatigué, parce que ça peut être on peut même développer des troubles du sommeil à cause de ça, puisque même la nuit, on ne va pas réussir à résister à l'envie de consulter son téléphone. Plus de stress, plus d'anxiété. Moins de productivité aussi, si quand on est en train de travailler, qu'on a besoin d'être concentré, je vous en ai parlé dans l'épisode sur le multitâche, mais qu'ensuite on ne résiste pas à regarder son téléphone pour être sûr toutes les 20 secondes qu'il n'y ait pas une nouvelle activité dessus, ça génère du stress, de l'anxiété et de la baisse de productivité. Donc par rapport à cette question-là de la FOMO, ce que je vous invite à faire, c'est à prendre un petit temps d'écriture et de réflexion, prendre quelques minutes et à noter quand est-ce que la FOMO se manifeste chez vous et qu'est-ce qu'elle provoque. Quelles sont les situations dans lesquelles vous vous rendez compte, maintenant que je vous le dis, que vous n'arrivez pas à résister à l'idée de regarder votre téléphone ou de consulter une application ou de répondre à quelqu'un, etc. Et puis, qu'est-ce que ça provoque? Quel effet ça a, en plus ou en moins? Qu'est-ce que ça vous empêche de faire? Voilà. Et puis, vous pouvez vous faire une liste pro et une liste perso. Et puis, à partir de ça, vous pouvez réfléchir à ce que vous pourriez faire à la place à chaque fois que telle ou telle situation se produit. Et ça, c'est vraiment une petite réflexion que vous pouvez mener tout seul ou même avec vos enfants, etc. C'est-à-dire que quand j'arrive pas, qu'est-ce qui se passe dans telle et telle situation? Par exemple, je suis à l'arrêt de bus, j'attends le bus, à chaque fois que j'attends par exemple, je n'arrive pas à résister à l'envie de regarder mon téléphone, qu'est-ce que je peux faire à la place? Ou à chaque fois que je vais aux toilettes, je n'arrive pas à ne pas prendre mon téléphone, qu'est-ce que je peux faire à la place? Enfin, en tout cas, c'est vraiment l'idée de se questionner sur comment je peux remplacer ces micro-habitudes pour les prochaines fois où elles vont se produire. Donc vous pouvez le faire avec vos ados, vous pouvez le faire avec vos amis, vous pouvez le faire en famille ou avec votre conjoint ou votre conjointe pour essayer en plus de vous stimuler ensemble et d'avancer sur vos objectifs. Voilà, donc je m'arrête ici pour cette thématique des émotions, des pensées, de la santé mentale digitale. On pourrait en dire encore plus. Il y a plein de choses à en dire dans le livre, j'en ai lu plein, mais je voulais vous faire des épisodes qui soient courts, et là j'en suis déjà à 18 minutes, donc je vais m'arrêter.
Et puis, j'espère que cela vous éclaire et que ça vous permettra de trouver les réajustements qui vous conviennent dans vos vies, dans vos contextes. Il ne s'agit pas de vous mettre des injonctions, des jugements en plus, mais plutôt de vous donner des pistes et des billes pour réfléchir. Et puis, sachez que vous pouvez aussi me solliciter pour un coaching si vous avez besoin de prendre du recul en lien avec cette thématique et avec votre vie professionnelle. Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver les autres épisodes du podcast sur mestrucsdeprof.fr ou sur les différentes plateformes d'écoute de podcast. Pensez à attribuer le maximum d'étoiles pour soutenir le podcast et le rendre plus visible quand c'est possible, notamment sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Et vous pouvez également me contacter via l'adresse mail contact@mestrucsdeprof.fr. Vos retours, vos commentaires, vos partages, vos questions sont vraiment précieux. Merci à toutes les personnes qui prennent le temps de m'écrire et d'échanger. Et si vous voulez recevoir du contenu supplémentaire 2 fois par mois, inscrivez-vous à ma newsletter sur mestrucsdecoach.fr/newsletter. Je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.